Bonjour à vous toutes et tous. Merci d'être là pour ce cours tibétain. C'est vrai que je commence toujours comme ça. Il faudrait que je trouve une autre formule un jour. Mais on est ensemble donc pour voir cette leçon 32 qui nous fait aller plus avant dans le texte de la pratique de Chenrezig. On arrive au bout, en tout cas, d'une partie importante, c'est la prière de Pema Karpo ou du moine Pema Karpo à Chenrezig. Et j'ai appris quelque chose l'autre jour, je vous en parlerai, c'est intéressant, ça se trouve dans le colophon de cette prière. Euh, pour l'instant, il n'apparaît pas là dans la partie qu'on étudie, mais on pourra en parler peut-être. Donc voilà, on va commencer avec une prise de refuge, et puis ensuite, on entre dans cette leçon. O sangye cho tang tsoge cho nam la chang cho parado dane jab soji dage jen tsoge pe sonam drola pinchire sangye dro parai sho. Une prière qui est du refuge du développement de l'esprit d'éveil, qui ne fait plus aucun mystère pour vous. Hein. Drola pinchire, par exemple. Hein. Donc, non, mais bon, c'est une petite allusion à ce qu'on avait vu au début de cette leçon sur Chenrezig. Je vois Thomas. Bonjour Thomas. Je suis pas sûr, on s'est pas vu souvent en direct, donc bienvenue en direct. Voilà pour ce cours. Alors, donc, là on est à la fin de la prière de Pema Karpo. Donc cette fin de la prière de Pema Karpo, c'est forcément sa conclusion, et puis en même temps, on a quitté, déjà depuis la fois passée, on a quitté le descriptif des différents domaines d'existence. On se souvient que dans cette prière, on évoque les différents lieux et les lieux d'existence avec leurs caractéristiques propres, leurs souffrances particulières, etc. Avec une invitation chaque fois au développement de l'amour et de la compassion pour agir pour ces êtres. Alors ce que j'ai appris par rapport à cette prière qui est assez intéressant, il faudrait que je creuse encore, je n'ai pas eu vraiment le temps de rentrer dans le détail, mais que semble-t-il, cette prière est composée par Tangtong Gyalpo, qui lui-même a composé la sadhana de Chenrezig, avec ce fameux commentaire du 15e Karmapa, Katyab Dorje. Et Tangtong Gyalpo a composé cette prière, et c'est là où il y a un petit flou, en souvenir d'une de ses incarnations précédentes où il était un bhikkhu, le moine Pema Karpo. Et c'est là où il y a un deuxième flou, c'est-à-dire souvenir, je crois que c'est assez clair, c'est donc d'une de ses vies passées, mais maintenant, qui est le moine Pema Karpo? Alors ça, je ne suis pas encore certain, parce qu'il y a un fameux Pema Karpo, le Kuntien Pema Karpo, qui était le grand érudit donc, de l'école Drukpa, ce ferreur, je crois que c'est Drukpa, Pema Karpo, mais je ne pense pas que c'est ce Pema Karpo-là. Ça doit être peut-être un bhikkhu du temps du Bouddha, je ne sais pas. Donc ça sera, j'ai découvert ça l'autre jour, complètement par hasard, comme quoi quand on rentre dans le détail de ces textes, on trouve des petites mines d'informations intéressantes. Donc ce serait à, je ne sais pas, ce serait à creuser, à voir. J'essaierai de faire mon enquête, puis si vous en savez plus, vous de votre côté, c'est toujours possible, bien sûr, de le partager. Sinon, du fait qu'on arrive sur la dernière partie de ce texte, ça nous permet de voir du vocabulaire. Il n'y a pas énormément de vocabulaire. Quand vous voyez, il y a 2 pages de vocabulaire, même pas 2 pages. J'ai mis des notes assez conséquentes sur quelque chose qu'on verra ensemble. C'est Solwa Tap, Sol Tap, qui est une formule très utilisée pour dire prier, requérir, demander en tibétain. On verra, il y a des notes là-dessus. Les notes me servent toujours de l'Illuminator, le fameux dictionnaire de Tony Duff qui dit plein de choses, qui est très intéressant. Et puis là aussi, une note sur Tang Denpa, une formule qu'on va observer ensemble. Et donc, alors voilà, d'une fois à l'autre, je ne me rappelle jamais des bonnes idées que j'ai, si j'en ai, mais je crois qu'il y avait l'idée au départ de commencer par un petit exercice de lecture, et surtout que je vous le lise. Ça ne veut pas dire qu'on fait un exercice de lecture ensemble, bien que pourquoi pas. Vous avez les micros fermés, donc vous pouvez répéter derrière moi.
Et c'est l'histoire de se mettre en bouche cette partie du texte. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vous propose que, voilà, j'épelle chacune de ces lignes. Je vais zoomer, comme ça on aura le texte bien grand à l'écran. C'est pratique. Voilà, vous le voyez bien, je pense. Voilà, ok. Et puis, donc, je fais une épellation et ensuite, je lis toute cette partie du texte. J'épelle de manière à ce que vous puissiez aussi vous entraîner de temps en temps. Ce sera au début de la vidéo, donc c'est facile à revoir. Et puis comme ça, vous pouvez vous entraîner à développer ce côté rythmique, musical qu'il y a dans l'épellation et qui facilite les choses. Je commence. Ao pa ka sa pak, mao chanaro choka cho, kayata kyadembu kieda ke. La, kao, sanaro, sola, sol, wa, ao, taba, tap, paagigui, mao, tashakyu, tu, sa, tu, pao, taga, da, kagigu, ki, kao, tashakyu, dula, dul, payata, chara, jar, uchara, kayata, chashakyu, chura, churu, Paagigui, ao karata tanaro do wa, ranata namasa nam, lasa le, ao barata dasa de, la hata la, shapkyu luna lun, ladembu lena len, tao kadembu ge, wa agigui, lasa le, la, Pao ratsata tsanaro tsona tsun, ao karata danaro do, waagigui, tanaro tona tun, tashapyu tu, chanaro chosa che, tanga tang, latata dana den, para par, shanaro shoka shok. Voilà pour l'épellation. Si vous l'avez fait en même temps que moi, j'ai pas vu beaucoup de bouches bouger. Si, j'ai vu des bouches bouger. Si, il y en avait peut-être quelques-unes qui faisaient comme ça. Voilà. Donc, oui. Donc, voilà. L'exercice de lecture est intéressant, d'épellation est intéressant, parce que comme vous avez vu, il y a chaque fois ces petites astuces qui font que aoka rata da, c'est-à-dire le ka qui devient da. Par exemple, donc ça c'est... Voilà, Thomas, bienvenue Thomas. Je vois que tu as eu un peu de difficulté à la connexion, j'espère que là c'est bon. Voilà. Donc maintenant, j'ai fait donc l'épellation de tout ce segment de texte, quoi, de cette strophe. Je vais vous faire la lecture. Et puis, comme toujours, la lecture, c'est l'apprentissage aussi pour nous des tons. Bon, vous apprenez rien, vous savez que c'est une langue tonale, mais c'est bien de chaque fois faire un peu l'effort, parce que c'est pas du tout naturel pour nous francophones. Donc, pa, cho, ke, la, sol, wa, tap, pe, tu. Hein, chaque fois qu'il y a une expirée, il faut essayer de la faire. Da, ki, dul, jar, chur, pe, ça c'est chur. Churpe, attention, c'est pas parce que c'est un K que vous allez dire ga, forcément. Ça, c'est vraiment chur. Par contre, c'est un chur, on pourrait dire, c'est un K expiré bas. Donc ça, c'est un peu particulier de le choper au bout d'un moment, mais c'est vraiment chur, pe, do, wa, nam. Lende, là on dit lende, à cause du AO. Ça, c'est un truc particulier. En général, quand on a une syllabe comme ça, où il y a une combinaison de deux syllabes, tac, tac, et puis la deuxième, il y a un AO devant, le préfixe, en général, on dit lende, c'est-à-dire il y a comme un N qui vient se glisser. Il n'y a pas c'est une des bizarreries. Hein. D'ailleurs, j'ai trouvé un article très intéressant avec les bizarreries grammaticales. Je vous en ai fait part la dernière fois, vous vous rappelez peut-être de cette note où il y avait une explication sur les syllabes tame, c'est-à-dire sans suffixe. Je ne sais pas si vous avez repéré le truc, mais moi j'ai trouvé très intéressant cette note sur une bizarrerie grammaticale. Mais quoi bon. Hlur len, là attention, hlur,
la, ha, ta, la. C'est très bizarre comme son. C'est le seul son vraiment bizarre. Mis à part le nga peut-être. Mais c'est vraiment la, ha, ta, la. Donc c'est un L avec un H expiré. Donc la. Donc chou, choura, chour. C'est bizarre à faire. C'est pas facile. Hein. Chourlen. C'est comme quand on dit chlasa. Hein. Chlasa. Ou chlakang. C'est toujours ce même la. La, ha, ta, la. Donc, Hurlen, Gewe, alors Gewe pareil, hein, Taoka, qui vient ga, Gewe, Le, La, Tsun, Doe, Tuntu, c'est pas Duntu, hein, c'est Tuntu, c'est clairement Tuntu, Che, Tang, et là pareil, Tang, c'est comme quand on dit le livre, Tep, c'est un ta expiré, Tep, Tang, Den par sho. Pacho che la solwa tape tu, dagi dulgar trupe dowa nam, ledel hulengewe lela tsun, doe tuntu chetang den par sho. Voilà, ça c'est pour la lecture. Ok, maintenant l'analyse. Là, vous avez comme toujours, de toute manière, le mot à mot, la phonétique, la traduction. Alors la traduction, pas simple, hein. Il y a des segments où faire tenir ça en français, bon, faire du ligne à ligne, bon, moi je pense que c'est vraiment très bien, mais c'est pas toujours super facile. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc l'analyse, vous savez comment ça se passe. Il y a une victime consentante qui fait une ligne, et puis après il y a une deuxième victime consentante qui fait une ligne, et puis voilà, on fait comme ça. Donc voilà, qui s'y colle au départ? Qui se lance dans l'aventure pour analyser tout ça? Avec, en toile de fond, la vision structurelle. Hein, pour bien, voilà. Et puis, juste, je rappelle encore une fois, donc, en restant près du texte et en distinguant bien la compréhension près du texte et l'interprétation française qu'on peut en donner après, dans un deuxième temps. Donc voilà, qui se lance? Bon, allez, j'y vais. Bah super. Sylvie. Sylvie, vas-y Sylvie. Attends, je mets un peu plus de volume que je t'entende bien. Voilà, je t'écoute. Et on t'écoute tous. Donc, première ligne, on est d'accord, hein? Donc, je la lis pour m'entraîner un peu là. Très bien, tu fais comme tu veux. Là, vous faites chaque fois comme vous voulez. Aopaka sapak mao chana rochoka che Cho. cho kayata kate boketa kie Mhm. la kaosana rosola se wa paota pata ma oui mao kashaku tu sa tu Oui, Maota, Shakyutu, ça tu. maota ah oui ta shaku tu sa tu Ouais, mais c'est très bien, vraiment, bravo. Je pense que là, pour l'épellation, vous feriez par exemple une ligne d'épellation par jour, vraiment objectif micro, hein, vraiment minimum. Vous faites une ligne d'épellation par jour, au bout d'un mois, vous êtes bon. Vraiment. C'est vraiment quelque chose qui s'entraîne très facilement. Et n'hésitez pas à en faire un minimum. Mais vraiment un minimum. C'est beaucoup mieux que vous dire je fais 10 minutes d'épellation par jour. En général, ça ne tient pas, quoi. Bon. Bref. Alors, vas-y Sylvie, lis voir toute la phrase peut-être une fois. alors Pacho euh, 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 qui est là Solwa tapé tu Impeccable. Ici, c'est encore mieux si tu dis cho. Hein, on a ici la prononciation. Ça, bon, ok, on fignole. Mais la prononciation, c'est quand même pakpa. Hein. Pakpa, c'est les nobles, c'est les arias. Hein, donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que si vous dites pakpa, c'est le cochon aussi. Hein. Donc, langue tonale, là, va falloir faire gaffe. Parce que vous glissez très facilement du noble au cochon.
On pourrait parler du noble cochon, hein, tout est bon dans le cochon, il n'y a aucun problème avec ça. Mais disons quand même, là, on est dans un cas de figure tibétain assez rigolo, où on glisse facilement de la noblesse au rang de cochon. Il suffit de se gourer sur la dimension tonale. Donc c'est assez rigolo. Donc, Alors, pa, tu peux cho. répéter? Ouais, bien sûr. C'est pour ça que. Ouais. C'est pas... Alors là, je te le répète, mais en refaisant l'épellation. Parce que l'épellation, c'est ce qui nous permet de savoir pourquoi on dit les choses comme ça. C'est-à-dire, ao, pa, ka, sa, pa. Parce qu'on a un pas expiré. Ao, pa, ka, sa, pak. Hein? Pak, Pak. Et là, je vous conseille vraiment, quand vous faites de l'épellation, exagérez. Chaque lettre expirée, vous l'exagérez. ao, pa, Non, ka, c'est sa, pas assez expiré. ao, pa, ka, sa, pak, Non, il faut tenir l'expiration jusqu'au bout. Ao, pa, ka, sa, pa. pa, pa. Ouais, vraiment. Là, ça fait tellement d'années que j'explique ça et que je le fais. Je vous garantis, exagérez, exagérez. Et en plus, quand vous êtes tout seul chez vous, personne vous filme à votre insu en général, normalement, si vous vivez une vie normale. Donc, vous pouvez y aller, vous dérangez personne, mais exagérez. Ao, pa, ka, sa, pa, pa. Vraiment. Parce que pour nous, c'est un immense effort de prendre cette habitude. C'est-à-dire, c'est pour ça que nous, francophones, pour faire un H expiré à l'anglaise, bah, c'est carrément la mer à boire, quoi. Donc, c'est le même problème ici. Donc, ao, pa, ka, sa, pa, cho, mao, cha, naro, cho, ka, cho, pa, cho, ke, la, se, loi, tape, tu. C'est simplement qu'après, dans la lecture, on n'a peut-être pas besoin d'exagérer à ce point-là, mais si on n'exagère pas au début, il ne reste plus rien à la fin. C'est pour ça le problème, quoi. Voilà, allez, on va dans l'analyse. Parce que mine de rien, le temps passe à une vitesse, c'est une folie. Ouais, et donc sans regarder la traduction, alors là je suppose que les trois premières syllabes, c'est des mots qui doivent être liés. Ouais, c'est pas mal déjà, on va voir, ouais, mais c'est des mots, c'est bien, ouais, oui. Qui se terminent par une particule là. Yes, bon réflexe. Alors ça, j'aime beaucoup, parce que ça, c'est ce que j'appelle nos points de repère. Et ça, ben, très très bien. Pourquoi très bien? Parce que ça veut dire que le minimum de la structure, c'est de comprendre ça et ça. Là, il y a un élément X, parce qu'on ne sait pas encore bien ce que c'est. Par contre, ça, on sait ce que c'est. C'est une particule là. Et ça, c'est vraiment important comme méthode d'analyse. Ok, très bien, je te laisse poursuivre. Après, seul roi, seul roi, on a déjà vu. Hein? Oui, 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 bah, c'est clair. De toute façon, tout ce qui est là, on a déjà vu, hein, en fait. C'est Seul tout roi, du ça doit connu. aller seul roi, ça va ensemble. Ouais, pas mal, tout à fait. Euh, taper. Alors, il y a une particule A qui couille. Yes, très important. Très important. C'est une particule quoi, ça? C'est une particule. C'est une particule. C'est une particule. C'est un génitif. Yes. Donc, si c'est un génitif, c'est donc un delta. C'est donc un son qui lie. Et donc, un génitif, la structure, c'est toujours un élément, une particule et un élément. Ça, c'est la structure de base avec génitif, qu'on a vu 15 fois. Mais petit à petit, ça rentre. Et c'est vraiment important. Donc, parfait. Donc là, on voit qu'il y a un élément, le génitif et un élément. Impeccable. Et à partir de là, Il y a un si... élément qui peut se terminer aussi par le ça qui va mettre en relation la suite avec le deuxième vers avec le Oui, premier vers. absolument. Tu me parles de ça ici, Sylvie, hein? Oui, Ok. Oui, parce que là, c'est le mot, on va dire, et là, la ouais. particule. La particule ça, qui est une particule quoi, ça? Moi, ça, c'est
Ça c'est le dieu ou euh, Non. Ouais. c'est c'est le premier là. Ouais, c'est ergatif instrumental. Ergatif instrumental. Oui, et la fonction de l'ergatif instrumental, c'est quoi? Eh ben, c'est de, C'est de quoi? c'est de relier des mots, des groupes de mots. Alors, c'est pas tout à fait de relier là, en l'occurrence. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que dans l'apprentissage des particules, le gros boulot, c'est identifier les particules, connaître leurs fonctions. Encore une fois, je vous ai parlé des Pokémon. Bon, moi, j'ai jamais joué aux Pokémon, mais j'ai vu jouer aux Pokémon, évidemment. Donc, les Pokémon, c'est des cartes de pouvoir. Chaque Oui, particule a des pouvoirs. Elle a un pouvoir. Elle a le pouvoir particulier, le ça, c'est-à-dire comme particule ergative instrumentale, de transformer ce qui précède en acteur ou en instrument. Et Ça- donc l'acteur, il vient après. Non, l'acteur, Oui. il vient avant. L'action vient après. L'action vient après. C'est ça qui est important de comprendre dans la structure. C'est n'importe quoi, plus la particule. En termes de structure, c'est ça. Et le X, c'est vraiment, c'est un mot, deux mots, trois mots, 15 mots, 20 mots. C'est ce que vous voulez. Voilà. Et ça, par contre, la structure, elle est super importante. Vous avez, par exemple, Tachi qui fait quelque chose, c'est Tachi qui, et puis gna gna gna. Mais ça, en termes de structure, c'est super important. Un mot ou groupe de mots, plus la particule. Voilà. Ça, c'est la structure. D'accord? Donc, ok. Alors, à part avec tous ces éléments-là, est-ce que tu peux déjà arriver à faire quelque chose de cette phrase? Donc si tout ça, c'est des acteurs, on va dire que... Je vais t'aider quand même. Je vais t'aider. Les nobles arias, les sublimes... Ouais, les nobles arias, ils font un truc là. Ouais. Mais c'est pas sûr que ce soit eux qui font. Faut voir. Hein, faut voir. Parce que les Pakcho là, Pakcho c'est les nobles arias. Ouais, très bien. Hein, Pakcho. Pakcho c'est noble et sublime. Et puis, Kie c'est quoi, Kie? Kie, Kieran, ça dit quelque chose, Kie? Bon, c'est sûr, tu découvres en même temps, hein, on est d'accord. Mais le Kie, c'est vous. Hein, c'est quand on s'adresse à vous. Donc, Pacho, Kie, là, le là, c'est super important. Là, c'est une particule oblique. Donc, particule oblique, ça veut dire que elle marque le lieu d'incidence. Super important. Le lieu d'incidence, c'est ce qui vient avant, tout le temps. Donc on pourrait dire que la particule, le là, elle est dirigée vers ce qui précède, tout le temps. Ça veut dire, pacho que là, ça veut dire que ce qu'il va y avoir là, c'est dirigé vers ici, en termes de structure. D'accord? J'espère que c'est clair. La particule là, elle marque le lieu d'incidence, c'est-à-dire ce qui est à gauche. Le lieu d'incidence, c'est quoi? C'est je te donne une pomme. Alors, qui est le lieu d'incidence? Ben, c'est toi. Parce que c'est à toi que je donne. C'est toi qui reçois. C'est toi qui reçois l'action. D'accord? C'est ça le lieu d'incidence. Je vais à Paris. Paris, c'est quoi? Ben, le lieu d'incidence. Parce que la direction, elle se fait vers Paris. Elle se fait à Paris. Donc, le lieu d'incidence, c'est par exemple un bénéficiaire, par exemple un lieu, par exemple un moment. Hein, rendez-vous à 5 heures. 5 heures, c'est un lieu d'incidence. Le tibétain est une langue très logique. C'est-à-dire que le rôle des particules, en fait, c'est une langue de ce point de vue-là assez géniale. C'est-à-dire si on comprend la fonction des particules, on comprend comment s'organise la langue. Donc en fait,
donner une pomme à quelqu'un, aller à Paris ou se retrouver à 5 heures, du point de vue tibétain, il y a toujours un là. C'est-à-dire qu'il y a toujours une particule qui va nous dire que, il y a un mouvement vers quelque chose. Et le mouvement vers quelque chose, c'est vers un bénéficiaire, vers un moment, vers un lieu. Tout simplement. Donc, Pacho Kiela, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va être fait vers ça. Et vers ça, c'est nous ou c'est vous? Non, c'est vous. C'est vous le noble et sublime. Ah, c'est vous. Ouais, c'est vous, noble et sublime. Ça, c'est juste un problème de vocabulaire, c'est pas grave. Par contre, ce qui est important, c'est la structure. Si on comprend, je te donne une pomme, et si on se rappelle qu'en tibétain, on marque le lieu d'incidence, on est presque sûr qu'on n'est pas en train de parler de soi. C'est pas je me donne une pomme. La plupart du temps, quand on est dans un rapport, donc de conversation, eh bien, on dit quelque chose à l'autre, on fait quelque chose pour l'autre, on fait quelque chose vers l'autre. Donc, Pacho Kiela, donc à vous, sublime et noble, puis à vous quoi? On verra. Là, il peut y avoir quelque chose qui est dirigé vers ça. Et c'est bien le cas. Et qu'est-ce qu'il y a là? Solwa tape tu. Solwa tape tu. Et donc, il y a une demande, il y a un verbe, il y a... Ouais, il y a une demande, il y a un verbe, Solwa tapa. Ouais. Une orientation vers vous. Ouais, mais Solwa tapa, c'est prier, requérir. Et là, on a un génitif avec la notion de force, de pouvoir, qu'on a vu déjà souvent, le tout. Donc, ça veut dire que là, le génitif, c'est toujours tac plus tac. Le rôle du génitif, c'est un plus. C'est de faire un lien entre deux éléments. Donc, solwa tapa, si solwa tapa, c'est prier, et que tout, c'est force, solwa tape tu, c'est quoi? C'est la force de la prière. La force de la prière. Eh oui, automatiquement. La puissance de la prière, la puissance de la requête. Ça, après, c'est de l'ordre de l'interprétation française. Mais il faut comprendre la structure. Pourquoi? Parce que le génitif, alors là, il faut vraiment, petit à petit s'y habituer, mais vraiment et le savoir, c'est toujours déterminant, déterminé, et le plus au milieu. Et déterminant, déterminé, ça veut dire que déterminant, c'est la prière, et déterminé, c'est la force. Donc on pourrait dire c'est la force priante, la force requérante, on pourrait dire, si on essaye de bien comprendre la structure. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste une prière, c'est la force de quelque chose. Donc, en fait, cette force de quelque chose, là, elle-même, elle est agissante. C'est-à-dire, elle-même, elle va produire quelque chose. C'est-à-dire que c'est ma prière que je vous adresse à vous qui produit quelque chose. C'est tout ça qui produit quelque chose. Parce que le ça, c'est la particule qui marque tout ce qui précède. C'est-à-dire que cette force, ce ça ici, dit que tout ça qui précède produit quelque chose. Produit quelque chose qu'on va trouver là. Ça, on ne sait même pas encore ce que c'est, mais on sait qu'il y a en gros cette structure. Elle est simple finalement. Mais par contre, alors après, là dans la traduction, ça nous aide beaucoup. Parce qu'on sait que, donc là, c'est l'instrument ou l'action. Ça veut dire que la prière que je vous adresse a un effet. C'est ça qui est exprimé. D'accord? Et puis l'effet, on va le trouver là. Ou on va le trouver là. On va le trouver après de toute manière. Mais en termes de structure, on a clarifié les choses. OK? Bon, en même temps, avant d'avoir vraiment les réflexes et de tout de suite d'y voir clair dans l'organisation du texte, c'est tout l'enjeu.
Mais c'est très intéressant de s'entraîner à ça, parce que c'est ce qui fait qu'ensuite, même si vous ne connaissez pas tout le vocabulaire, le texte, bah, il devient cohérent dans dans sa construction. Et c'est ça que petit à petit, on va acquérir à force d'exercice. Moi, je vous encourage vraiment, quand vous faites c'est de temps en temps, vous reprenez l'élément qu'on a vu ensemble, puis vous refaites le chemin, et chaque fois, on peut se dire, en fait, attends, c'est un peu comme si tu es dans une baraque, puis tu dis, ah ouais, attends, le mur porteur, c'est où? Ah, ok, d'accord, il porte quoi? Ah ouais, d'accord. Donc, tu te refais l'architecture pour que bah, petit à petit, ça devienne évident. Après, tu vois le truc, tu dis, ah ouais, bon, bah, mur porteur, évidemment. Quoi? Tu sais comment ça fonctionne. Très bien. Parfait. Jean-Marc, Oui. Jean-Marc, s'il te plaît, comment tu passes avec donc la structure de cette phrase-là, qui est en gros, par la force de la prière en vous, noble Ariat, dans la traduction, tu mets à vous, je m'adresse. Qu'est-ce qui, dans la phrase, enfin dans la ligne, permet de dire je m'adresse? Le sous-entendu. Le sous-entendu, parce qu'en fait, on pourrait dire le pronom personnel je m'adresse à vous, n'a pas besoin d'être dit. C'est un peu comme en italien. Souvent, c'est Kieran la tegiu. C'est je te donne à toi. Tu n'as pas besoin de dire Nge Kieran la tegiu. Tu peux le dire si vraiment il y a un doute sur qui te donne à qui, mais en général, tu peux ne pas le dire. Cela dit, le fait de retravailler avec vous cette partie, ben, je me dis que ça pourrait aussi être dit, mais bon, par la force de la prière qui vous est adressée, ça marcherait aussi, plutôt que je vous adresse, qui vous est adressé. C'est pour ça que la proposition qu'on fera en français, qui peut être vraiment variée, pourquoi? Parce qu'on pourrait dire « À vous, noble Chenrezi, à qui j'adresse ma prière, par la force qui en découle », tu peux le dire aussi. Là, les possibilités de traduction française sont énormes. Après, une manière concise, c'est « Par la force de la prière qui vous est adressée », ça marche bien aussi. Tu vois? Mais ouais, on n'a jamais dit notre dernier mot dans l'interprétation française de la chose. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Ben, c'est top. Alors, vu que tu t'es chauffé, Dominique, bon, qui se lance? J'allais te tendre la perche, mais peut-être quelqu'un d'autre aussi. Bon, Nathalie, je vois que t'hésites même pas, quoi. Bon, je me lance, mais bon. Vas-y, lance-toi. Allez. Bon, alors je vais déjà essayer de repérer les particules. Ouais, très bien. Donc, il y a le qui, Yes. taki. Voilà. Ensuite, il y aurait bien un rat quelque part. Un quoi, t'as dit? Et ici, là, tu parlais de ça? Ouais, celui-là. Ouais, un rat, tout à fait. Le hagigoui. Yes. Le génitif. Voilà. Ouais. Et puis, voilà. Le dernier, c'est le pluriel. Oui, c'est une marque du pluriel. Ça peut être considéré comme une particule, mais disons, c'est plutôt une marque du pluriel. C'est certainement... Bon, est-ce que c'est vraiment dans la grammaire classique tibétaine considéré comme une particule? Là, j'ai un petit doute. Mais une marque du pluriel, ça, c'est absolument certain. Sa fonction est simple. Hein. C'est juste de mettre un mot ou un groupe de mots au pluriel. Mais par contre, l'identification qui doit être faite, c'est ça. Clairement, le Kagiguki, ça c'est sûr. Le Ra, ça c'est absolument certain. Et le Agigui, complètement. On voit d'ailleurs que Kagiguki et Agigui, c'est la même. Ouais. Voilà, c'est des génitifs. Et puis le Ra, on est d'accord aussi, Nathalie, que c'est un... Particule oblique, c'est la famille du latin. Ouais. Complètement, particule oblique, famille du latin. Donc là, on retrouve un peu ce qu'on a vu ici, c'est-à-dire le La
pareil, le génitif pareil. Une fois, c'est ça qui est intéressant, c'est que, et du coup facile aussi, c'est-à-dire que plus on fait l'effort d'identifier les particules, plus ensuite, on retrouve leur fonction de partout. Parce que c'est des éléments, c'est comme des éléments de glu, des éléments ciment des différents blocs. Donc à partir de là, next, que dis-tu? Alors, tac, c'est je, moi. Ouais, Donc, qui? Alors, après, il y a le déterminant, déterminé. Alors, je suppose que déterminé, c'est après le qui. Donc, tu le tcha. ouais, dulja. Alors, ça, c'est un mot, soit on le connaît, soit on ne le connaît pas. Il y en a... Non, je ne connais pas. Ok, alors dulja, c'est les disciples ou c'est les êtres à discipliner. D'accord. Littéralement, c'est les êtres à discipliner. Donc, ce seraient les êtres que j'ai à discipliner ou... Yes, ce serait. Alors, c'est une construction assez particulière parce que on pourrait dire mes disciples, ce qui est assez plat comme traduction. Sinon, les êtres que j'ai à discipliner et qui est plus intéressante parce que dulja, c'est pas seulement les disciples, c'est clairement les êtres à discipliner à cause du cha, payata cha, dulcha. Parce que dulcha, c'est comme quand on dit checha en tibétain. C'est une façon de dire la chose qu'on a à faire. Il y a souvent des mots où on va voir payata cha après, par exemple, che. Si on veut dire les actions, on dira checha. Et checha, c'est les choses qu'on doit faire. Payata cha, c'est ce que l'on doit faire. Et ici, dulwa, c'est très important, dulwa. Dulwa en tibétain, ça veut dire maîtriser, ça veut dire discipliner, ça veut dire domestiquer. Dulwa, c'est vraiment la maîtrise. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je veux juste vérifier, mais ce ferreur sur dulwa, dulwa. Ah non, d'accord. Ah, c'est intéressant. Dulce, dulja. Non, j'allais vous dire une bêtise, donc je dis rien. Heureusement, je me suis retenu. Donc voilà, bref. Donc, dulja. Donc, ici, da, ki, dulja. Donc, littéralement, on pourrait dire les êtres que j'ai à discipliner. Mais bien sûr qu'en tibétain, on dit finalement, ce sont les miens. C'est pas les miens dans le sens, mais... Ah oui. Donc c'est daki, ça veut dire à moi, quoi. Ça veut dire à moi, mais dans le sens où c'est ce que je dois faire. C'est les êtres que je serai amené à discipliner. Je me suis d'ailleurs posé la question en me disant, c'est peut-être une faute d'orthographe. Parce que on pourrait très bien se dire que c'est je qui fait une action sur. Et donc dans ce cas-là, il faudrait écrire kagiguki, sa qui. Mais j'ai vérifié j'ai vérifié dans plusieurs textes, c'est chaque fois kagiguki. Donc, il n'y a pas de doute. Je pense que j'ai vérifié en tout cas dans 3-4 textes. Donc, et même, franchement, même dans des scans de textes tibétains. Donc, non, je crois que c'est vraiment Dage Duljar. Donc, Dage Duljar, ça veut dire les êtres que je vais devoir discipliner. Parce que, en plus, le dja, ici, payata cha, ça indique, c'est un sens induit. Bon, tout ça, on est un peu dans les sens induits, c'est un peu compliqué, mais le sens induit, ça veut dire qu'une action qui devra être faite et qui n'a pas déjà été faite. Parce qu'en tibétain, on va utiliser... Mais là, j'hésite à rentrer dans le détail de ça, parce que ça, quand même, ça complexifie un peu. Restons simples. Pour l'instant, Dage Duljar, c'est les êtres que j'aurai à discipliner, sous-entendu dans le futur. Ça nous suffit. Et puis ensuite... Alors, Kyokpe, Trowa, c'est les êtres. Ouais, les êtres. Alors, avec le pluriel, non? Oui, les êtres, tout à fait, les êtres. Ensemble. Donc, on a Gyurpe Drowa. Donc, les êtres... Et ça, c'est un morceau, ça. Ça, c'est un morceau. Ça, c'est un morceau. Gyurpe. C'est un morceau qu'on peut... Alors, Gyur, il y a déjà des éléments pour faire que le morceau soit digeste. Gyur, ça peut vouloir dire quoi, globalement?
Ok. Je sais pas. D'accord, pas de problème, pas de problème. Gyur, c'est l'idée d'une transformation. C'est l'idée de quelque chose qui va devenir, qui est en transformation. Alors, Gyur, c'est assez particulier. C'est pour ça que, comment je vous l'ai mis dans le vocabulaire? J'ai simplement mis Gyur en termes de devenir. Mais, maintenant, c'est pour ça que je n'ai pas fait plus long sur le Gyur, mais souvent je vous ai mis des notes pour vous dire que ça vient du sanskrit Bhuta. Et dans le sanskrit, c'est une marque pour dire quelque chose qui a le potentiel de transformation pour se transformer en quelque chose d'autre. Mais en quelque chose d'autre de pas radicalement différent, c'est par exemple le potentiel, c'est une métamorphose. C'est le fait qu'on part d'un état et que on aboutit par processus de transformation à un autre état. Alors, une fois qu'on sait ça, il faut remettre les morceaux en place. Alors maintenant, comment on fait? Dagi duljarjrupe droanam, ça veut dire, alors c'est assez complexe, mais ça veut dire les êtres que j'ai à discipliner et qui vont, et qui, on pourrait dire, qui vont se transformer. En fait, on est en train de parler de tous les êtres, hein, Dagi duljarjrupe droanam. C'est-à-dire, on est en train de parler de tous ces êtres qui vont devenir ceux que j'ai à discipliner. Ah ouais. D'accord? C'est pour ça que devenir dans l'analyse peut nous suffire dans un premier temps. Mais on ne peut pas toujours faire l'économie de comprendre comment ça marche. C'est-à-dire, Drupe Doanam, c'est pas par exemple, on n'est pas en train de dire les souris qui vont devenir des êtres, qui vont devenir des humains. Les souris sont des êtres, évidemment. Mais on ne parle pas d'un changement de cet ordre. On parle des êtres qui, en fait, et c'est de nouveau un sous-entendu, mais qui, en fait, ont le potentiel d'être des êtres qui peuvent être destinés à devenir ceux et celles que je disciplinerai. Il y a beaucoup de sous-entendus dans le Gyur, ici, énormément. Mais on parle d'un état de transformation. C'est-à-dire, on pourrait dire on est des êtres, hein, et puis il se trouve qu'on est des êtres qui peuvent avoir une forme de destin. C'est peut-être exagéré de parler de ça comme ça, mais c'est pour exprimer le sens de la prière. En fait, ici, celui qui fait la prière, c'est-à-dire l'auteur quand il l'a composée, et ensuite nous quand on l'a fait, on fait un souhait de finalement avoir une action bénéfique en fait, à terme, qui puisse être utile dans le sens dans le sens qui nous permette d'avoir une action pour les êtres et d'avoir maille à partir avec eux. En fait, il y a tout ça derrière. Il y a une énorme histoire, en fait. Mais maintenant, cette énorme histoire réduite au tibétain, c'est Dagi Duljar Drupe Doanam, c'est-à-dire ces êtres qui deviennent ou qui deviendront ceux que j'aurai à discipliner. Et là, on s'en sort. Mais c'est simplement qu'on ne choisit pas par hasard le Gyurpa, le Gyur ici. Voilà. Hein? Oh, c'est assez riche. Hein? C'est costaud. Ouais, c'est costaud. Le Gyur, c'est très costaud. C'est très costaud. Et on le retrouve dans... mais le Gyur, alors on va le retrouver dans tous les textes classiques, on va le retrouver. Et puis petit à petit, le fait de savoir que c'est cette manière sanscrite de parler de Bhuta, voilà. Bon. Vous pouvez reprendre vos notes sur les leçons précédentes, vous verrez, je vous ai fait tout un laïus là-dessus. Voilà, il faut qu'on avance dans notre bleu. 43 minutes, c'est complètement dingue. Merci beaucoup Nathalie. Et puis continuons avec la troisième ligne. Qui veut... Ah, j'ai vu Florence. T'as levé la main, Florence? Ouais, impeccable. Alors tu ouvres ton micro, Florence. Coucou. Voilà, le micro. Merci Florence. L'hydré, Ouais. l'ourlet. Ouais, pas de problème. C'est la petite peau de banane, là. Gewe, la Tsun, Tout à fait. Tsun, hein, là, il n'y a pas de mystère. C'est un tsa et qui se dit tsun.
tsa, tso, tse, tse, comme on veut. Tsun. Donc, au sec. Tsun. Lede, lulen, gewe, lela, tsun. Tsun. Ok, très bien. Alors, vas-y dans l'analyse. Alors, Voyons. libérer les actes et les fruits des actes. Yes. Les actes et les fruits des actes. Et là, ça ressemble à la loi du karma, hein, en général. L'ourlaine, Ouais. laine, c'est le sens et c'est accepté. Oui, c'est aussi dans le sens de scrupuleux, dans le sens de... comment je vous ai traduit ça Sincèrement. c'est Ouais, lourd. sincèrement. Tout à fait. Faire quelque chose assidûment, par exemple. Avec sincérité. Avec... L'expression, c'est les deux mots ou c'est lourd. C'est ensemble, c'est ensemble, c'est ensemble. C'est ensemble. Lollen, c'est ensemble. Alors, bien sûr, comme le tibétain est une langue monosyllabique, donc évidemment que c'est une construction. C'est une construction de hlur et de len. Mais le mot, quand vous le regardez dans le dictionnaire, c'est hlurlen. On pourrait dire prendre en considération aussi. Ouais, peut-être, mais c'est quand même l'idée de faire quelque chose consciencieusement, avec application, Pleinement, quoi. pleinement, ouais, mais dans le sens de scrupuleux. On fait les choses bien. C'est pas juste, on parle de la loi du karma, donc on va forcément parler de l'idée de développer quelque chose qui est en rapport à la justesse de la loi du karma. Donc il y a cette idée de scrupuleusement observer la loi du karma, forcément. Il y aura, quoi, dans le fond, c'est pas encore dit, on ne sait pas tout à fait, mais ces deux mots mis côte à côte, ledel, lulen, c'est assez clair quand même. Et ensuite, Alors, Gewe, Lela, ouais, alors là, on est dans une... là. Ouais, alors là, Gewe Lela, ouais, Oui, il y a donc le génitif oui, qui agit sur Ge, les vertus, oui, et sur les actes. yes. C'est pour ça que le premier élément, c'est Actes vertueux. Gewe Le, absolument. C'est pour ça que là, vous avez Gewe Le. C'est clair, ça c'est vraiment un élément de sens. Gewe Le, Gewe Le. Et puis après, là, Et là, qui est toujours placé comme après, donc Yes. qui agit sur les actes. Les actions. Oui, tout à fait. C'est la marque d'incidence, donc ça veut dire, on sait que là, ce qui est ici, eh ben, hop, à cause de la particule, ça va vers ça. C'est-à-dire qu'il y a il y a quelque chose qu'on va comprendre là, ici, qui est dirigé vers les actes vertueux, complètement. Et Tsun, c'est, t'as une idée? C'est forcé. Ouais, s'efforcer, l'énergie, le côté courageux, le côté endurant. Donc, ça veut dire qu'on va mettre beaucoup d'application à la vertu ou à l'action vertueuse, on pourrait dire. Hein? Oui, complètement. Donc, l'edel lolen gewe lela tsun. Donc, l'endel lolen gewe lela tsun, ça veut dire s'efforcer. Quoi? Vas-y, peut-être, plutôt que je te brûle la politesse. Alors, chaque paquet séparément, c'est facile. Ah oui. Ah, mais alors, ça, c'est sûr que c'est le gros boulot. C'est pour ça que c'est vraiment... Alors, s'efforcer aux actions vertueuses. Accepter pleinement. Là, j'y arrive pas. Ouais, tout à fait. On pourrait dire c'est l'observation scrupuleuse de la loi du karma et les actions vertueuses. En cela, je m'applique avec assiduité. Parce qu'il y a l'idée de, avec le là, de en cela, c'est-à-dire en tout ça. Hein, on est bien sûr d'accord. Et Tsun, c'est le fait de développer une endurance. En quoi? En ça.
Là, l'élément clé de compréhension, c'est le là. Jean-Marc, le là s'applique à vraiment tout ce qu'il y a à gauche, en fait, c'est ça? Exact. Et ça, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ça, c'est plus simple. C'est-à-dire qu'on est sûr que là, il y a quelque chose qui, hop, s'applique à ce qui précède. Et donc, ça veut dire que notre groupe, c'est tout ça. Donc, dans l'analyse structurelle, en fait, on aurait pu faire un gros cadre. Ouais, on aurait pu faire un gros cadre. Tu as complètement raison. Et d'ailleurs, je vais le faire, le gros cadre. Je vais faire un gros cadre. Qui englobe tout. Ouais, alors. je vais faire un super gros cadre. Allez, je vais faire un gros cadre. Voilà, et puis je vous le repasserai, le gros cadre. Mettre un gros cadre. Voilà, allez, on va mettre un gros cadre. Voilà, tac, tu as tout à fait raison. Hop. Et puis, je vais mettre, voilà, et hop, et voilà. Et puis, je vais lui donner une couleur différente. Voilà, une couleur, on va dire que c'est comme ça, par exemple. D'accord? Et c'est vrai que, ben ouais, on peut tout à fait le voir comme ça. C'est cohérent. C'est cohérent. Donc, je vous renverrai le PDF. Mais de toute façon, voilà, vous avez ça. Mais c'est clair que d'avoir la structure ensuite, ça nous aide à nous souvenir, en tout cas. C'est une proposition, hein, toujours, d'analyse. Mais je pense que là, ouais, comme quoi, c'est chaque fois... Pour moi, c'est génial parce que je fais l'analyse forcément avant pour vous la présenter. Mais en fait, en le refaisant avec vous, je découvre encore d'autres choses, quoi. C'est remarque, somme toute très logique, mais... On a comme quoi jamais complètement fini de la faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, ben rien. Ben oui, ok. Maintenant, il reste la dernière. Et donc, la dernière qui nous dit qui se lance pour la dernière? Je continue si personne ne le veut. Bon, attends, on va trouver un autre volontaire. Bah, vas-y, Thibaut, voilà, non, comme ça. C'est pas que je ne vais pas, hein, Florence, mais c'est simplement comme ça, voilà, tout le monde est dynamisé. Quoi, disons, un tour de rôle. C'est une minute, quoi. Vas-y, Thibaut. Alors, Joey Dentu, Chetang Denpa Show. Très bien. Joey. Alors, si tu dis Tentu, c'est encore mieux. Tentu. Ouais, Joey Tentu, Chetang Denpa Show. Très bien. Alors, Joa, c'est les êtres. Yes. Après, il y a un Jelja, le Agigui. Oui, le Jelda, ça veut dire un génitif. Génitif, une particule de liaison. Dun, c'est le... Ten. C'est le sens. Ten. Il me semble que c'est le sens. Ou c'est... Oui, complètement. Ten, c'est le sens. Et en général, la construction ten, tu, c'est... Tu sais ce que c'est? Vers le sens. Alors, vers le sens, tout à fait, littéralement. Et souvent, tentu est utilisé pour dire pour. Par exemple, pour faire quelque chose. Hein. Je ne sais pas, chewe tentu, tu vois, pour faire ça, hein, pour produire cette action, chewe tentu, leka mambo chegore. Il faut beaucoup travailler. Hein. Ou alors, mul mambo gore. Hein. Ou alors, kong tentu, pour lui, kong tentu, Teb Mambo Nyui. J'ai acheté beaucoup de livres, par exemple. Hein. Donc, Tentu, c'est vraiment, dans la langue parlée, hein, c'est vraiment, c'est pas du tout réservé au tibétain littéraire, hein, le Tentu. Hein. C'est vraiment dans la langue parlée, ça s'utilise tout le temps. Après, c'est des histoires de style. Il y a des Tibétains qui l'utilisent plus que d'autres. Bon, bref. Alors, je te laisse poursuivre. Oui, après, donc, Che, c'est le Dharma. Ouais. Tang et Denpa Sho. Absolument. Alors, Che Tang Denpa. Alors là, c'est intéressant. Là, il y a au niveau de la construction, là, c'est massif. Hein. Il y a beaucoup d'éléments. Hein. Il y a beaucoup de... Pardon? Shok, c'est un souhait. Sho, c'est le souhait. Puisse, tout à fait. Et donc, il nous reste ça. Hihi. Tic, 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 tic. Et là, il y a plein d'éléments. Vas-y. Oui, je crois qu'il y a un Laden juste avant le Shok.
Exact, il y a un ladun. Voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal. Le souhait vers le dharma et denpa, je sais pas. Alors, Chö Tang Denpa, ça, c'est une construction. Alors, je vous montre la note que je vous ai préparée. Bon, j'ai été chercher chez Tony Duff, hein, pas de problème. Mais la note est assez conséquente, voilà, parce que c'est dans le sens de qui possède, qui est doté. Là, c'est vague, hein, en plus, on peut faire des distinctions. Mais ce qui est intéressant comme construction, c'est l'usage complet du terme est une chose possédée, donc che, associé à, avec le tang, plus le denpa. Hein? Donc, che tang denpa, ça veut dire, c'est le fait d'être, par exemple, soi-même, d'être en possession de. C'est pas seulement dire j'ai une pomme, c'est vraiment être en possession de. C'est vraiment une formule qu'on utilise beaucoup pour construire. Hein? Ten tang denpa, par exemple, le fait de quelque chose qui a du sens. Et puis là, après, alors c'est là où c'est intéressant. Je ne vous demande pas de retenir, hein, ça c'est pour notre curiosité. Hein. Après, on peut dire tundenpa ou tunden, c'est-à-dire qu'on fait une contraction. On dit tundenpa, ça veut dire qui possède du sens, et tunden, qui possède du sens. Mais on passe d'une construction tuntangdenpa à tundenpa, tunden. D'accord? Et ça, en tibétain, vous allez le trouver souvent. Donc en fait, ici, pour faire simple, c'est un souhait qu'on formule avec sho, et on formule quel souhait? On formule le souhait de, parce qu'on pourrait dire le souhait, à cause du ra, se rapporte à ce qui précède. Donc, puisse advenir, c'est ce qui est sous-entendu dans le souhait, puisse advenir le fait d'être en possession du dharma. D'accord? D'être doté du dharma. Et pourquoi? Pour tous les êtres. D'accord? Donc, du coup, on a, tiens Thibaut, vas-y. Du coup, ça donnerait quoi tout ça? La traduction? Ouais. Ok. Essaye. Et essaye de le faire bout par bout, quoi. Tu vois, à la tibétaine. Ça ne sera pas en français très joli, mais pour essayer de comprendre comment le texte se construit. Ok. Pakchok Kela Selwat Tapetu. Par la force de mes prières vers vous, les nobles et sublimes, Daki Duljar Yobe Jowanam, pour les êtres que j'ai, qui vont être mes disciples, que je vais. Mes disciples, le karma. Ah oui, assidûment. Le karma, puisse-t-il pratiquer assidûment le karma, les actes vertueux, ouais, voilà, et Joe Dento, Chetang Denpacho, et puisse posséder, alors puisse-t-il posséder, ou puisse-je posséder le dharma, sur nous peut-être. Alors, ouais, mais d'abord, chapeau, parce que c'est quand même pas si facile de trouver la cohérence entre tout ça. Alors moi, je te proposerais une autre hypothèse, c'est-à-dire à vous, sublimes et nobles, à qui j'adresse ma prière, par cette force, pour tout, alors pour, évidemment, c'est pas marqué, mais disons, en rapport, on pourrait dire une force, par la force agissante, hein, parce qu'il y a vraiment cette force agissante. Là, les êtres qui deviendront celles et ceux que j'aurai à discipliner. Et là, moi, je dirais, et je pense, j'en suis pas complètement sûr, mais je pense qu'on parle de soi ici, dans cette troisième ligne. C'est-à-dire, là, on pourrait dire que cette force agissante va produire un effet sur ça. C'est-à-dire produire un effet sur tous ces êtres qui vont devenir celles et ceux que j'aurai à discipliner. Et pour le faire, et ça je pense qu'on parle de moi, j'aurais tendance à dire, je m'applique, tu vois, je m'applique avec courage et détermination à l'action vertueuse et à l'observation scrupuleuse du Dharma,
afin que pour tous les êtres, afin que pour les êtres, je puisse être doté du dharma. Moi, je le verrais comme ça. Mais ça, ben, ouais. Ça, des fois, c'est là où tu es content de discuter avec un Tibétain qui est érudit, qui touche vraiment, et parce qu'attention, tous les Tibétains ne comprennent pas, hein. Ça, faut pas s'imaginer ça, hein. Mais un Tibétain qui comprend bien les textes et qui dirait, oui, oui, il est clair qu'on fait le souhait, parce que toi, on fait le souhait d'être doté. On pourrait faire le souhait pour tous les êtres, mais je ne sais pas si on le ferait comme ça. Parce que quand on dit Joe Tentu, c'est pour faire quelque chose pour quelqu'un. Donc, c'est pour ça que Chö Tangden Parshyo, si on voulait dire je souhaite que tous les êtres obtiennent le dharma, on le dirait autrement. Je pense. Bon, ça c'est à interprétation, hein. Mais bon, super, bravo, merci d'avoir tenté l'expérience d'une traduction d'une strophe. On voit hein, la richesse que nous amène l'analyse pour ensuite proposer une traduction. C'est vraiment intéressant, je pense. On apprend plein de choses dans cette strophe. Chaque fois, c'est une grosse évidence, mais chaque fois, je m'étonne de la richesse qui est contenue dans ces petits bouts de phrases, parce que finalement, c'est quand même pas énorme, mais il y a quand même beaucoup de choses dedans, hein, vraiment. Les amis, on va s'arrêter là, parce que c'est déjà 60 minutes, et puis après, j'ai le cours de lecture qui commence. Donc, on fait une dédicace, et on termine ainsi le cours. Sonam diye tamche zikbane tomne nyebe danam pamdene. Kegana jembala tubai sibe tsole dowa dulwarai sho. Voilà, j'arrête l'enregistrement. Merci d'avoir participé à ce cours. Merci à vous.